Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Allez, demain, j'arrête la laine de cow-boy au réveil, j'arrête de tousser quand je monte un étage, j'arrête de faire le tour des bureaux de tabac à 22h. Combien parmi les 15 millions de fumeurs français ont déjà essayé de se convaincre que cette fois c'était la dernière? Ils sont nombreux, mais l'arrêt du tabac n'est pas qu'une question de volonté. Et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord à l'occasion du mois sans tabac. Et oui, le tabac, c'est d'abord une addiction. Pour arrêter de fumer, il faut déjà comprendre pourquoi et comment on est devenu dépendant à la cigarette. Les gros fumeurs qui arrivent à s'arrêter comme ça du jour au lendemain sans aucune aide sont rares. C'est donc pas qu'une question de volonté, mais de motivation. Et avec mes invités, nous allons vous donner les meilleurs conseils pour rompre cette dépendance. Bonjour Françoise Godel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes tabacologue et psychologue, créatrice également en 2012 du groupe Facebook Je ne fume plus, qui vise à accompagner toutes les personnes qui souhaitent se libérer du tabac, qui dépasse déjà 12 000 membres. 23 000 membres. 23 000, moi je n'avais pas les bonnes infos, donc vous en direz un peu plus tout à l'heure. Bonjour professeur Amine Benyamina. Bonjour. Merci de revenir sur le plateau de La Santé d'abord. Vous allez finir par devenir un habitué. Alors vous êtes psychiatre et addictologue, chef de service à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Vous êtes également président de Fonds Addict Aid, un fonds indépendant qui a pour ambition d'aider toutes les personnes face aux addictions, quelle que soit l'addiction. Donc merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Alors l'addiction au tabac, ses conséquences et son sevrage font encore l'objet de nombreuses idées reçues, malgré toutes les campagnes d'information. La preuve tout de suite avec le reportage d'Hélène Laurenceau. Il y a beaucoup de produits toxiques dans les cigarettes. Du goudron, de la saloperie, de la nicotine, des additifs. Il y a plein de substances nocives. Quand j'ai commencé, j'avais aucune conscience du danger. J'y ai pas pensé quand j'ai commencé à fumer, mais un peu maintenant. Je trouve que je suis un peu plus essoufflée pour faire du sport, tout ça. C'est plus, dans ma tête, un facteur aggravant d'une autre maladie, le cancer de poumon. Le cancer est partout dans la société, donc... Et pas que par la cigarette. Quand on passe la quarantaine, forcément, il y a un moment, ça fait 20 ans qu'on fume, on le ressent plus. Là, j'ai 45 ans et franchement, j'ai pas envie de reprendre parce que c'est un cercle vicieux. Pour s'arrêter, c'est compliqué. J'envisage d'essayer d'arrêter. C'est le bon terme. Juste trouver la méthode qui me correspondrait. Ouais. J'ai essayé plusieurs fois quand même et ça n'a jamais été vraiment concluant avec des patchs, des choses comme ça, mais je pense que j'étais pas prête tout simplement. Et un jour, je me suis dirigée vers l'hôpital et qui m'a conseillé donc des patchs, la cigarette électronique. Et désormais, voilà, je suis à ça depuis 4 ans. J'ai tenté dernièrement le laser au niveau de l'oreille. C'est tenu une semaine, et puis de la contrariété de la vie de tous les jours fait qu'il faut se sentir vraiment prêt, parce qu'on a besoin d'être accompagné aussi autour de soi. J'avais déjà arrêté plusieurs fois pendant 6 mois, puis je reprenais. Et là, ça fait 2 ans, donc j'espère que ça va continuer. Bon, voilà, c'est pas facile d'arrêter de fumer. Vous êtes des anciens fumeurs tous les deux? Bon, Françoise, oui, si vous avez monté ce groupe. Amine? Ben moi non, j'ai pas tout. Oui, ça ne vous empêche pas d'aider justement les personnes qui sont dans cette addiction. C'est vrai que je pense que quand on n'a jamais fumé, moi j'ai jamais fumé non plus, c'est difficile de comprendre cette addiction. Cela dit, moi quand je vois mes patients, la difficulté avec laquelle ils ont du mal à arrêter, j'essaie quand même de me mettre à leur place, je me rends compte que c'est très compliqué. D'autant que, comme vous l'avez dit, Véronique, je reçois des gens qui ont d'autres addictions et parfois la plus difficile à combattre, c'est la cigarette, alors qu'on peut avoir affaire à des patients qui ont des drogues dites illicites. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Alors rappelons que la France, avec 15 millions de fumeurs, figure parmi les plus mauvais élèves de l'Europe. Comment expliquer qu'on fume plus en France qu'ailleurs? On est plus stressé, on est déjà plus nombreux. Oui, c'est pas on est déjà plus nombreux. Oui. On est un pays frontalier. On a une législation qui n'est pas la même sur toute l'Europe. On a un pays dans lequel on a une circulation avec beaucoup de trafic du tabac, malgré une politique volontariste sur laquelle on pourra revenir.
on est quand même, on frise avec le mauvais élève, le pas très bon, le mauvais pas très bon. Donc, on a encore de la marge. On est d'accord là-dessus. Je ne sais pas si Françoise... Oui, et puis on n'a pas une politique très offensive, même si on a ce fameux mois sans tabac qui est vraiment quelque chose de très très bien. On en parlera en détail. Quand on compare par exemple avec nos voisins anglais, ils ont des smoking centers pour arrêter de fumer, quoi. Des centres spécialisés pour dans chaque quartier. Donc on va retrouver une proximité de l'aide en Angleterre qu'on n'a pas tout à fait en France encore. Bon, on l'a vu dans le micro-trottoir, les conséquences du tabac, je pense, sont aujourd'hui bien connues. Donc, on va rappeler peut-être quelques chiffres. Tout le monde le sait, fumer tue, un cancer sur 3 est dû au tabagisme. 80 à 90% des cancers du poumon sont liés à un tabagisme actif. Il y a le cancer du poumon, d'accord, mais il y a d'autres types de cancers qui sont liés au tabac, dont on parle peut-être moins. On a à peu près une 60aine de cancers liés au tabac directement. Réellement. Il y a un cancer qu'on oublie, par exemple le cancer de la vessie. Si, oui, c'est le tabac. On le sait, évidemment, quand on a fait un peu médecine et quand on connaît, François, je ne lui ferai pas l'offense de lui dire ça, mais on se rend compte qu'il y a des personnes qui disent cancer de la vessie, j'ai pas eu de problème d'infection, tout ça. Non, on a quand même des cancers très éloignés de la sphère ORL ou bien de la sphère pulmonaire et qui sont des cancers liés au tabac. Donc c'est vraiment très, très, très pernicieux. Il y a quand même 78 000 morts par an liées directement au tabac. 18 000 morts, oui. Il y a aussi des maladies respiratoires chroniques comme la bronchopneumopathie chronique obstructive. Quelles sont les substances qui, précisément, dans une cigarette, peuvent favoriser la survenue de cancers ou de maladies pulmonaires? Françoise? Là, dans une cigarette, vous savez, les gens l'ont dit dans le film, il y a beaucoup de saloperies, disait le monsieur. Il y a 4000 produits, à peu près, dans la fumée de cigarette, minimum, qu'on connaît. 4000, oui. Dans la fumée, pas dans la cigarette, dans le fait que je fume. Et parmi ces produits, vous avez 2 classes de produits. Vous avez des irritants et vous avez des cancérigènes. Ces produits sont dus à la combustion. C'est le fait de fumer, de brûler quelque chose qui va libérer 3 produits très dangereux, des irritants, des cancérigènes et du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone pique la place de l'oxygène dans votre sang et va donner des maladies cardiovasculaires. Alors justement, j'allais vous relancer là-dessus parce qu'on ne pense pas forcément aussi que le tabac est un facteur de risque cardiovasculaire. Or, c'est un facteur de risque très très important. C'est le gros facteur de risque cardiovasculaire. Infarctus, AVC sont intimement liés au tabagisme. À cause de ce fameux monoxyde de carbone. Tout à fait. Qui vient nous priver d'oxygène. Bon, et puis citons également toutes les conséquences peu agréables du tabac, diminution des capacités sexuelles, de la fertilité, vieillissement prématuré de la peau, coloration dents des jaunes, jaune des dents plutôt, c'est mieux dans ce sens-là, fragilisation des gencives. S'il y a bien un produit qui est encore dans le commerce et qui est repéré comme étant l'ennemi direct de la santé publique, c'est bien le tabac. Ouais. Alors, on se demande même pourquoi on en a encore en vente, tellement la série est calamiteuse. Voilà. Donc, il y a un aspect qu'on oublie souvent de citer, c'est les liens entre tabac et psychologie et quelques difficultés, non pas psychiatriques, mais psychologiques. On avait commis il y a quelques années, tu t'en souviens peut-être Françoise, un document sur tabac et psychiatrie. Il y a des liens terribles, notamment tout ce qui est syndrome frontal avec des problèmes de type dépressif, anxieux, à l'arrêt comme à la consommation. La stimulation, une fois arrêté la consommation, on peut avoir des crashs dépressifs. D'ailleurs, les tabacologues, Françoise le fait, quand ils lancent un travail de sevrage, ils vous font passer des tests pour voir si vous n'êtes pas déprimé et comment vous allez évoluer. Donc, parce que le fait d'arrêter peut aggraver une dépression qui est déjà latente. Peut entraîner des phénomènes au niveau neurologique. La première chose, c'est que la fumée de tabac dont on parlait tout à l'heure contient des substances à propriété antidépressive. C'est une ancienne que la nicotine. On en parlera après de l'effet de la nicotine. Quand vous fumez, vous consommez un antidépresseur. D'où cet effet de détente que décrivent les fumeurs. Tout à fait. Ce sont des IMAO, avec des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, qui sont très efficaces. Et certaines personnes vont fumer aussi pour masquer une dépression. Parce que le fait de fumer, comme toute addiction, n'importe comment, est intimement lié avec la gestion des émotions. Michel Reynaud disait l'addiction, c'est la maladie des émotions.
Je suis pas loin de penser comme lui. En fait, des hyper émotifs, par exemple, ou des gens qui ont du mal à maîtriser leurs émotions, seraient plus susceptibles peut-être de tomber dans une addiction au tabac? On fume pour tenir debout, on fume avec une béquille, on fume pour pas gueuler, on fume aussi pour pas pleurer. Et on peut masquer comme ça un certain nombre de chagrins, de souffrances avec de la fumée de tabac. Oui, d'où l'intérêt d'ailleurs des thérapies cognitives et comportementales dont on parlera tout à l'heure dans le cadre du sevrage. Parlons un peu de la nicotine, celle qui crée plutôt l'addiction physique, elle, c'est ça? Oui, au centre est la nicotine. La nicotine devient addictive quand elle est en shoot. C'est-à-dire que quand je fume une cigarette, la nicotine va arriver à mon cerveau en 7 secondes. Le gros shoot. C'est pour ça que les gens se trompent facilement en disant « Ah là 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 là, je ne veux plus de nicotine ». Mais en fait, quand c'est cette nicotine qui arrive en shoot au cerveau qui crée l'addiction, avec tous ces petits produits qui sont là pour l'accompagner, pour renforcer l'addiction, renforcer son action. D'accord, dans la fumée de tabac. Si on prend de la nicotine par un patch, par exemple, juste un exemple, on n'a jamais vu quelqu'un devenir addict au patch de nicotine. Non. Jamais. C'est le principe de la substitution. Ah oui, c'est le principe. Puisqu'on donne de la nicotine en substitution, Totalement. effectivement. Peut-être juste quelques idées reçues sur lesquelles il faudrait tordre le cou. Fumer quelques cigarettes par jour ou par intermittence n'a pas de réelles conséquences sur la santé, vrai ou faux? C'est faux, évidemment. C'est faux, on est C'est la d'accord. durée d'exposition qui compte. Et ce Plus n'est pas le nombre. longtemps vous fumez, plus importants sont les dommages. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est pour ça qu'on dit arrêtez. Et arrêtez quand vous pouvez, mais arrêtez le plus vite possible quelque part. C'est pas tant la quantité qui fait le dommage, c'est vraiment donc il n'y a pas de petits fumeurs ou Vous fumeurs avez souvent occasionnels. des gens qui vous disent « je fume pas tant que ça, je fume 2-3 cigarettes par jour ». Mais depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Ou bien j'en fume après le déjeuner ou le dîner. Ils sont aussi exposés que ceux qui fument beaucoup. Et une autre question qui revient souvent aussi, chez la femme enceinte, fumer augmente le risque de fausse couche. Ça, c'est vrai, mais ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais chez une femme qui est vraiment addicte à la cigarette, une femme enceinte, est-ce qu'il faut vraiment lui interdire totalement la cigarette ou garder 1 ou 2 cigarettes pour qu'elle reste dans un état à peu près serein? Non, mais Parce que c'est vrai que la règle, elle est moins stricte que pour l'alcool, on est bien d'accord. En revanche, c'est une occasion pour arrêter de fumer. Et puis moi, j'en profite de manière très lâche pour leur faire peur, entre guillemets, et pour leur dire c'est peut-être une occasion pour faire le point. Et donc, ça marche. Il y a aussi la santé de son enfant, c'est la meilleure motivation possible. Il y a un emballement hormonal qui fait que certaines femmes ont un vrai dégoût pour le tabac, je ne sais pas si tu le confirmes, pendant la grossesse. Je l'ai vu. En tout cas, une chose importante à dire, si vous attendez un bébé, substituez-vous. Prenez de la nicotine, quelle que soit la façon de la prendre. Et mieux, une femme enceinte est plus substituée que si elle n'était pas enceinte, parce qu'elle a un plus gros volume sanguin. Donc on va justement lui mettre la dose pour qu'elle arrête de fumer de façon confortable le temps de sa grossesse. Voilà, et qu'elle protège son bébé. On parle de nicotine, Véronique, mais c'est important de préciser, nicotine, c'est pas le tabac. Que les choses soient claires. Oui, bien sûr. Parce que les gens confondent nicotine et tabac. La nicotine, c'est ce produit addictif qui vient, comme le disait Françoise, stimuler le système de récompense dans un emballement dans le cerveau. Alors que ce qui fait la dangerosité et la gravité, c'est tout le reste, tout ce qu'on a cité tout à l'heure. C'est pour ça qu'évidemment, on en a fait un produit. On fume pour la nicotine, qui n'est pas le produit dangereux de la cigarette. Mais on meurt des goudrons. Ouais. Voilà. Donc c'était très très important à rappeler, effectivement. Alors, on l'a dit, la volonté suffit rarement à surmonter cette addiction. Alors imaginons, je fume 10 cigarettes par jour depuis 20 ans, j'ai décidé d'arrêter, je sais que je ne vais pas arrêter toute seule. Qu'est-ce que vous me conseillez? Si par exemple je ne veux pas passer par un professionnel de santé, donc les substituts nicotiniques, on est d'accord? Tout à fait. On peut aller voir son pharmacien, il va vous Absolument. conseiller, et là il n'y a pas de risque. Ça c'est la partie, disons, biologique de la consommation. Mais à la partie comportement et la partie habitude sur laquelle il faut évidemment travailler. Alors, chaque année en novembre, c'est le mois sans tabac. Il s'agit d'un défi collectif, 1 mois sans tabac, et c'est 5 fois plus de chances d'arrêter. C'est-à-dire que si on arrive à s'arrêter de fumer pendant 1 mois, on a 5 fois plus de chances de ne pas reprendre la cigarette, c'est ça? Voilà. Et donc, il faut tenir 1 mois. Il faut tenir 1 mois. Et si vous avez des questions ou besoin de soutien, je rappelle le numéro d'Info Tabac Service, le 39 89. Bon, alors si je sens que j'ai vraiment besoin d'être aidée, que les substituts nicotiniques ne suffisent pas, vers qui je me tourne?
Vers un addictologue, un tabacologue? Le médecin généraliste, psycho, tabaco, des sites aussi qui sont très bien faits. Voilà, alors, une chose que vous n'avez pas dite et qui est vraiment importante, si vous avez besoin de substitution, ils sont pris en charge au tiers payant en France si vous avez une ordonnance qui peut être faite par votre médecin, par un médecin du travail, par un infirmier, par votre dentiste, par un kiné, par une sage-femme, donc par un professionnel de santé. Donc en plus, et ces substituts ouais. seront pris en charge au tiers payant sans condition, autant que vous en avez besoin, aussi longtemps que vous avez besoin. Ça, c'est la première chose. Et une substitution se prend sur du temps. On ne dit pas, je vais me substituer pendant 15 jours et après, voilà. C'est pas une antibiothérapie. En moyenne, c'est pas 7 jours. En moyenne, combien de temps ça dure un sevrage avec des substituts nicotiniques? Sur une notice, on vous dira 3 mois. La vraie vie, entre 6 mois et 1 an. Merci. Moi, j'aime bien je préfère la vraie vie. En général, moi, je leur donne pas une limite parce qu'après, ils viennent me demander, alors on arrête quand? Il faut travailler là-dessus. Alors justement, vous êtes psychiatre et addictologue. Comment vous accompagnez vos patients dans leur sevrage tabagique? Comme je le fais avec l'ensemble des addictions. Je fais un bilan avec mes patients, je vois s'il n'y a pas une comorbidité psychiatrique. Parce que quand on vient chez moi, j'ai un vrai biais de sélection. Ce sont des gens qui probablement ont dû faire le tour. Ils ont peut-être vu leur généraliste, leur tabacologue. Donc il y a probablement des choses à côté sur lesquelles je travaille. Donc je fais comme une sorte d'analyse fonctionnelle de mon patient. Et ensuite, on arrive sur le problème-symptôme et on travaille ce qu'on a dit, la motivation. Avant toute chose, on va voir dans le schéma de motivation où il en est. Est-ce qu'il se regarde comme un étranger à lui-même? Est-ce qu'il est actif? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il souhaite baisser la consommation, arrêter totalement? Et puis surtout, il y a un élément extrêmement important. Comme je suis dans un hôpital général, universitaire, mais général, je vois s'il n'y a pas déjà des dégâts sur le plan somatique. Il y a tout un bilan à faire. On a parlé tout à l'heure des risques. On a une structure à côté, on évalue, on fait une petite radio, on voit où on en est. Et ce sont des éléments importants parce qu'ils viennent aider à la motivation. C'est le terme qui a été aider à la motivation. Et la motivation, elle se travaille sur cette balance décisionnelle entre les avantages, les inconvénients à maintenir sa consommation. Et on va avancer petit à petit, et on avance petit à petit avec nos patients. Alors certains font aussi appel aux médecines complémentaires, hypnose, EMDR. Et justement, nous sommes allés dans les Hauts-de-France à la rencontre d'un hypnotiseur qui aide les patients à arrêter de fumer. Regardez. Vous redécouvrez tous les éléments du décor. Vous redécouvrez le petit gamin qui est juste là-bas dans sa formidable liberté d'action. Des cigarettes, Eric en fumait entre 15 et 20 par jour. Un fardeau dont il n'arrivait pas à se défaire avant d'essayer l'hypnose. La première chose en sortant du travail, c'est la cigarette. Le café, la cigarette, il y a pas mal d'appels qui font que la cigarette ressort systématiquement. J'ai essayé plusieurs méthodes. J'avais déjà pris la cigarette électronique. Et des amis avaient essayé le Ziban et la Nicorette sans succès. Au sortir de la séance, une grosse fatigue, déjà 12 heures de sommeil. Et depuis, aucune envie de fumer. Pas de miracle pour autant, l'hypnose est une technique qui repose sur la compréhension du cerveau, une technique qui va corriger le besoin psychologique du fumeur. Un fumeur moyen va fumer à peu près entre 10 et 15 cigarettes par jour, à peu près on va dire. Ça veut dire que le geste en fait, de ramener la cigarette à la bouche, il va le faire à peu près 10 fois par cigarette. Donc vous calculez, ça fait à peu près 150 fois par jour. C'est une habitude qui est fortement ancrée en fait. Le principe va être tout simplement de lâcher le comportement. Et pour ça, comment on va faire? On va prendre une émotion, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre le gain qu'il va avoir, la personne, ce qu'elle va gagner à se libérer du tabac, jusqu'à obtenir l'émotion très très puissante qu'il va y avoir derrière ça. On va projeter la personne complètement dans l'émotion, jusqu'à, en fin de compte, que le mauvais comportement finalement disparaisse, un peu comme un glaçon qui viendrait fondre. La séance d'1 heure se déroule en 2 temps. Une première phase de discussion où est identifiée l'idée de bien-être associée à la cigarette. Puis arrive la phase de suggestion qui permet de la remplacer. Françoise, vous avez essayé l'hypnose, vous, quand vous avez décidé d'arrêter de fumer? Et qu'est-ce qui a marché chez vous? Ce qui a marché pour moi, c'est quelque chose dans ma tête qui a changé. J'avais envie de vivre et puis je voulais plus mourir à petit feu. Première chose, ça c'est donc ma motivation. Ensuite, c'est aller voir une tabacologue, j'ai consulté. Et ensuite, je me suis substituée correctement. J'étais comme tous les personnes qui essayent d'arrêter de fumer. Je veux bien un petit patch, mais pas trop gros, etc. Et en fait, j'avais besoin de 2 gros patchs parce que j'étais une très grosse fumeuse, plus beaucoup de pastilles. J'ai eu un inhaleur à l'époque. J'avais besoin d'une grosse dose de nicotine. Et j'avais aussi besoin de l'aide d'autrui,
Donc j'ai été sur Internet me faire aider par d'autres personnes. J'avais besoin d'où le groupe Facebook que vous avez créé. Voilà. C'était bien avant, mais du coup, vous êtes rendu compte que c'était important, cette entraide, ce soutien, d'être en réseau justement là-dessus. Ouais. On a parlé tout à l'heure des substituts nicotiniques qui étaient pris en charge par la Sécurité sociale et mutuelle. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le cadre du sevrage du tabac qui peuvent être prises en charge? Parce que du coup, ça peut aussi être une source de motivation. On a eu dans le passé des médicaments qui ne sont plus prescrits, comme tous les médicaments. Oui, alors il n'y a plus de médicaments, c'est vrai, je ne vous ai pas posé la question, mais aujourd'hui, il n'y a plus de médicaments. En tout cas, sur le marché, on n'en trouve plus. On n'en trouve plus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, qu'il ne va pas revenir ou qu'il n'y aura pas d'autres médicaments. En Espagne, il y a un nouveau médicament là, qui est sorti, qui est à base de plantes. Mais aujourd'hui, en France, on ne trouve plus de médicaments pour arrêter de fumer. On a la substitution sous plusieurs formes, comme le disait Tout à Françoise. fait. Nicotine, patch, inhaleur, gomme, spray. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Complètement. Et attention, il faut les cumuler. On ne met pas un patch ou des pastilles ou un spray. On fait ceinture, bretelles et gilets. Et gilets. Ça, c'est le secret pour éviter les rechutes. Pour toutes les addictions, lorsqu'on est sur une démarche de RDR, réduction des risques, substitution, il faut aller jusqu'au bout. Il faut vraiment bien substituer, sinon ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Pareil pour les opiacés. Donc on peut faire substitut nicotinique, hypnose, il faut aller jusqu'au bout. Le principe de la substitution, c'est qu'on a des sensibilités différentes. Bon, on n'a pas parlé d'un autre moyen de sevrage qui est apparu sur le marché il y a une dizaine d'années et qui a suscité tour à tour l'enthousiasme, ensuite la prudence, voire la méfiance. Je parlais bien sûr des cigarettes électroniques. Selon les données disponibles aujourd'hui sur le site de la Santé publique France, 3 millions de personnes utilisent régulièrement une cigarette électronique. Que contiennent ces cigarettes électroniques et comment est-ce qu'elles fonctionnent? Elles contiennent, c'est très simple. Alors, je vous ai dit, vous vous souvenez, 4000 produits dans la clope. Ouais. Et là, il y en a 2. Alors, non, 3. Vous avez du propylène-glycol. Ouais. Vous avez de la glycérine que vous connaissez bien, de la glycérine végétale que vous connaissez aussi bien, de la nicotine, parce que quitte à vapoter, autant prendre de la nicotine, et un arôme qui est un arôme alimentaire. Et c'est tout. Donc, on est d'accord, c'est un bon moyen de sevrage pour la cigarette. Okay. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Non. Et si je peux me permettre de donner un petit conseil à vos téléspectateurs, si vous utilisez une vape, les liquides sont max à 20 mg par millilitre en Europe. Donc, vous ne pouvez pas charger à fond votre vape. Utilisez aussi un patch. Parce que le patch, il va diffuser tout doucement dans la journée. Et votre petite vape, elle va venir compléter. Pour les personnes qui ont besoin d'un peu plus de nicotine. Et surtout utiliser des produits pour tous les gens qui fument, ne vous embêtez pas, besoin de nicotine, etc. Ça veut trop rien dire. On peut tout à fait associer les deux. Voilà. Oui, sur 10 cigarettes, vous pouvez tirer autant de nicotine que quelqu'un d'autre sur 30 cigarettes. Donc ça veut trop rien dire. Mais est-ce qu'un jour on pourra arrêter la cigarette électronique? C'est souvent la question que se posent ceux qui vapotent en disant j'ai toujours cette nicotine, j'ai toujours cette dépendance. Bien sûr. Est-ce que je vais pouvoir finir par arrêter? On a déjà vu des gens arrêter. Bien sûr. Y compris ça. D'accord. Moi j'en vois tous les jours des gens qui arrêtent la vape. Pour autant, un sevrage tabagique, c'est long. On est trop pressé. L'un des fondateurs de la tabacologie disait, il faut une année pour repasser par toutes les situations où je fumais. Et donc, on va passer par tout ça. J'aimerais bien qu'on parle quand même de cette cigarette électronique chez les jeunes. On parle de puff, qui est une pratique très à la mode en ce moment et qui inquiète les professionnels de santé. Alors, c'est vrai que ce sont des cigarettes électroniques jetables qui sont aromatisées, bananes, fraises, etc. Et nous sommes allés dans l'Hérault pour découvrir ce phénomène. C'est un reportage de Jonathan Donzé. Fraises, mangue glacée, Coca-Cola ou marshmallow, nous ne sommes pas ici chez un marchand de glace ou de bonbons, mais bien dans un bureau de tabac. Si ces boîtes multicolores à l'aspect volontairement inoffensif ont fleuri dans les vitrines des commerçants, c'est pour un produit désormais prisé des jeunes, la puff. Une cigarette électronique jetable, gorgée de nicotine, commercialisée entre 8 et 12 € pour 500 bouffées. Dans ce débit de tabac de Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault, le produit connaît un franc succès. Alors c'est plus des jeunes, entre 20 et 35 ans. Voilà, plus ce côté sucré qu'ils n'ont pas forcément avec les cigarettes, s'ils fument bien sûr. Un phénomène de mode qui n'a pas échappé à ce géant de Vape Store.
qui préfèrent y voir un moyen d'arrêter de fumer plutôt qu'une porte d'entrée dans le tabagisme. La puff est quand même diabolisée. On a des clients qui sont des fumeurs qui ont essayé la puff et ça leur a permis de faire une transition de la puff vers la cigarette électronique. Si vous ne fumez pas, ne vapotez pas. Après, on ne peut pas refuser une vente à un client. Tout au long de ce mois sans tabac, la Ligue contre le cancer, en partenariat avec le Crous, intervient dans les restaurants universitaires d'Occitanie et mesure l'étendue du phénomène, comme sur le site de Sainte-Césaire à Nîmes. On développe de plus en plus de cigarettes électroniques avec le côté marketing où on a envie d'appeler les jeunes qui ne fument pas encore. Et en fait, c'est aussi un piège dans ce sens-là où ceux qui ne fument pas sont de plus en plus tentés de commencer avec ce type de produit. Bon alors, ces cigarettes électroniques, danger ou pas pour les jeunes? Sous couvert d'un dispositif de RDR, c'est quand même un objet marketing qui d'ailleurs, on le disait tout à l'heure avec Françoise, est un polluant pour la nature. Bien sûr, on voit bien que même si le débiteur s'en défend, il y a des gens qui peuvent arrêter avec la puff. Mais l'objet de la puff, c'est cibler des jeunes avec un packaging très particulier. Évidemment, là-dessus, moi, je suis en total désaccord avec... Ces jeunes auraient pu fumer et finalement... ils auraient pu aussi ne pas fumer. Oui. Le raisonnement va dans les deux sens. Hein. Un grand merci à tous les deux. Cette émission est déjà terminée. On aurait pu aussi en parler encore pendant des heures de ce sujet. Merci à tous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir très bientôt de vous retrouver pour un prochain numéro de La Santé d'abord. Et bien sûr, merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.